Chapitre 8. Le gant noir. La nouvelle s'ébruita très vite. Dès le lendemain, sur la place du marché de Koursk, tout le monde parlait de la disparition du duc Klausmann. En à peine quelques heures, toute la partie ouest de Kosterboros en avait eu ouï dire. L'incendie était certes mentionné, mais toutes les questions ne gravitaient qu'autour de l'homme que j'avais assassiné la veille. Était-ce un accident? Klausmann était-il vraiment mort, puisqu'aucun cadavre n'avait été retrouvé? Et ce sang sur ses draps lui appartenait-il? Le brasier était-il d'origine criminelle? Était-ce un règlement de compte, ou bien une punition divine? Une mutinerie de la part de ses gardes, peut-être? Tant d'interrogations pour si peu de réponses. Certains noms furent à quelques reprises cités. Il leur fallait bien trouver un coupable. Huntington revenait souvent, bien évidemment, mais aussi, plus étrange, le prophète de Ragnor, Caldric. Ce dernier aurait relevé un comportement hérétique chez le duc, le poussant à intervenir. J'entendis également des accusations à l'encontre de Subario, qui aurait découvert que l'auteur du cambriolage dont il fut la victime n'était autre que Klausmann. Enfin, le roi lui-même fut mis en cause. Ce dernier aurait pu être effrayé de l'influence croissante dont le noble faisait l'objet et aurait décidé en son âme et conscience de l'éliminer sans laisser de traces afin de l'empêcher de lui faire de l'ombre. De mon côté, je préférais laisser ces idiots s'imaginer ce qu'ils voulaient. Aucun d'eux ne pouvait se douter de quoi que ce soit. Je fus néanmoins très heureux de constater que mon père, lui, n'avait que faire de ce fait divers. À vrai dire, quand on lui rapporta la nouvelle, il se contenta de dire « Oh, eh ben dis donc », avant de replonger dans le découpage de sa viande, comme si de rien n'était. Il avait l'air de s'en moquer éperdument. J'adorais mon père. Je l'adore toujours d'ailleurs. Disons simplement qu'aujourd'hui les choses sont un peu différentes. Quoi qu'il en soit, je savais que j'avais à nouveau rendez-vous avec Huntington et le Borgne ce soir à minuit. Seulement, il me fallait alors faire profil bas pendant quelque temps. Je m'étais démené pendant des semaines entières pour en arriver là, et je venais à peine de réaliser l'une des missions les plus périlleuses de ma vie. Je n'avais pas en tête de continuer encore longtemps à servir ce duc, et je comptais bien être celui qui fixera la date de la prochaine rencontre. De toute façon, tous les nobles de la région étaient sur le qui-vive. La mort de Klausmann ne nous permettait pas de faire le moindre mouvement sans risquer d'éveiller la méfiance. En mon esprit, il me fallait simplement y aller, entendre ce qu'il avait à me dire, puis lui rappeler que c'était Randy et ses hommes qui étaient à ses ordres. Moi, j'étais dévoué à Monsieur S, et il serait grand temps de lui rendre l'appareil à présent. Quand la nuit tomba, et que je revins à notre traditionnel lieu de rendez-vous, après la petite routine de fin de soirée qui était alors pour moi devenue un mécanisme, je fus quelque peu surpris de voir que le borgne nous avait fait l'honneur de sa présence. Randy et ses hommes étaient également à ses côtés. Ils discutaient entre eux avec une mine éclairée qui ne semblait pas mentir sur leur état de réjouissance obtenu depuis leur dernier succès. Tant mieux, me dis-je alors. Oui, tant mieux. Le fait qu'ils soient tous vivants et enjoués me prouvait dans un premier temps que le borgne n'avait pas menti et qu'ils avaient bel et bien réussi leur mission. Mais ce tant mieux faisait également référence au renforcement de leur confiance envers moi suite à cette mission. En effet, c'est bien souvent lors des instants les plus heureux que l'on a tendance à baisser notre garde. Si leur évidente motivation s'accompagnait des bonnes récompenses de la part du duc, ainsi que de belles promesses supplémentaires de ma part, alors mon contrôle sur leurs moindres faits et gestes me serait absolu. Quand je les aperçus se retourner vers moi, me voyant arriver, ils affichèrent de grands sourires. Leurs visages enjoués me laissèrent même me questionner quelques instants sur la possibilité d'un piège qui se refermerait plus tard sur moi. Mais il n'en était rien. Leur satisfaction était bien réelle, ils me considéraient comme en partie responsable de ce succès. Aucun mort n'était à compter après tout. Ils s'en étaient tous sortis indemnes, et avaient en plus de ça obtenu grâce à moi un contrat unique avec le nouvel homme le plus puissant de la région, voire même l'un des plus influents du royaume tout entier. Chacun d'entre eux vint m'entourer, me remercier, voire même me complimenter pour la qualité de notre coordination. Eux-mêmes ne pensaient pas qu'ils y arriveraient en réalité. Sous ce florilège d'éloges, je m'attendais néanmoins à ce que tout moment Mulk vienne détruire la bonne ambiance qui régnait alors. Il n'en fut rien. Au contraire, à ma grande surprise, il vint se rapprocher de moi en regardant le sol et en boitant légèrement. Pour le coup, j'avoue que t'as bien géré, l'ancien. En vérité, je pense que j'ai peut-être été un peu trop méfiant avec toi. Je pense que je peux t'accorder un peu ma confiance au vu de ce qu'on a fait hier, mais je te préviens, n'en abuse pas, me dit-il en osant finalement me regarder dans les yeux. C'était presque trop beau pour être vrai. Je me demandais une nouvelle fois s'il n'était pas en train de se payer ma tête. Cependant, je savais reconnaître le regard d'un homme qui mentait, et il semblait ne pas l'avoir adopté lorsqu'il me délivra ces paroles. J'écarquillai les yeux après ces dires, et je lui fis un simple signe de tête en guise de remerciement pour cette confiance fraîchement acquise. Même Mulk le suspicieux avait fini par croire en moi. J'avoue bien volontiers que celle-là par contre je ne l'avais pas vue venir. Le borgne, lui, qui était resté adossé à un destrier noir comme l'ébène, près de notre carriole, poussa un bâillement bruyant.
Oh, navré de vous déranger les petits gars, mais on a un brin de route à faire et le duc nous attend. Et il aime pas vraiment les retardataires, si vous voyez ce que je veux dire. Alors on selle, nous annonça-t-il avant de grimper en une rapide cabriole sur le dos de sa monture. Nous montâmes ainsi dans notre charrette et partîmes en direction du château de Tington, en échangeant plus en détail pendant le trajet sur ce qu'il s'était passé du côté de chacun la veille. Du leur, ils avaient réussi à s'infiltrer dans l'une des pièces les mieux gardées de la forteresse et à trouver un caisson rangé sous une montagne d'artefacts en tout genre, dans lequel se trouvait le fameux second gant noir que l'on cherchait. J'en conclus que le plan s'était ainsi déroulé sans accroc. Je leur demandai s'ils avaient croisé le regard de quelqu'un, de qui que ce soit pouvant remonter à eux, ou qu'ils auraient épargné. Ils me répondirent que non. Je les crus, mais ne pus m'empêcher de me demander s'ils avaient vraiment fait attention aux moindres détails les environnants. Moi qui suis parvenu à échapper à leur vigilance la première fois que je les vis dans cette forêt, j'avais bien des raisons de douter de leur capacité à ne pas se faire repérer. D'autant plus que Mulk n'était alors pas avec eux. Désirant en apprendre le plus possible, je leur demandai ce qu'ils avaient fait du gant. Randy leva son chapeau et une petite boîte argentée se révéla à nos yeux sur le haut de son crâne. Je souris derrière ma fausse barbe, puis je me retournai pour observer si le borgne nous écoutait ou non. Ça ne semblait pas être le cas. J'en profitai ainsi pour leur poser en vitesse sur papier mon ultime question. Répondez simplement par oui ou non de la tête. Est-ce que vous l'avez dit ou montré à le borgne aussi? Ils se regardèrent entre eux, puis me firent unanimement non de la tête. Je fus rassuré. Même si je voulais faire confiance à le borgne, l'idée qu'il veuille se débarrasser de nous afin de tout ramener lui-même au duc ne parvenait pas à me sortir de l'esprit. Néanmoins, désirant en apprendre un maximum sur mes exploits de la veille, ils finirent par me demander si c'était bien moi qui m'étais débarrassé du duc tout en trouvant le cadavre du fils de Huntington. Je réfléchis. Il était contre-productif de leur mentir ou de garder le secret. J'avais besoin en cette heure précise d'alliés, de vrais alliés. Et dans une relation basée sur le mensonge, il est parfois nécessaire de glisser quelques vérités. Je leur répondis que oui. Et, en me fiant à leur expression faciale lorsqu'ils découvrirent ma réponse, je compris qu'ils me crurent. Soudain, nous sentîmes alors nos chevaux s'arrêter, et entendîmes un homme tomber sur ses pieds. Nous étions arrivés. Il me restait quelques heures pour terminer notre entretien et rentrer chez moi. Mon temps était précieux, mais je me répétais que ce serait certainement notre dernier rendez-vous, avant un long moment, et que je pourrais enfin rattraper toutes mes heures de sommeil perdues. Lorsque nous entrâmes dans le salon du duc, ce dernier se tenait droit, à côté d'une table sur laquelle on devinait les restes d'un corps, dissimulé sous un drap blanc. La douce odeur de jasmin et de bois qui parfumait auparavant cette pièce avait disparu pour laisser place à une puanteur infernale, ayant même réussi à attirer quelques mouches en ce lieu pourtant si propre. Quelques servantes et valets étaient au garde à vous contre les solides murs du fond de la pièce. Quand il nous aperçut, Huntington se retourna brusquement vers notre direction, nous faisant ainsi face. Son regard était craintif, ses mains tremblaient, et sa peau était pâle comme un linge. Pourtant, un sourire sincère et plein de gratitude s'afficha sur ses lèvres dès qu'il nous aperçut. « Vous voilà enfin !» nous lança-t-il, tout en se rapprochant très rapidement. « Si vous saviez à quel point je trépignais d'impatience à l'idée de vous revoir !»« Votre Excellence, vous désiriez nous parler ?» demanda Randy tout en retirant son chapeau d'une main et en tendant de son autre main le petit coffret contenant le second gant noir. Huntington s'en empara, l'ouvrit, observa ce qu'il y avait à l'intérieur, sourit à pleines dents, puis le confia à l'un de ses serviteurs qui quitta la pièce, avec au pas de course. Le duc nous dévisagea les uns après les autres, puis reprit finalement parole. « Vous savez, j'ai consacré toute ma journée à essayer de donner une meilleure apparence au reste de mon fils. Je ne voulais pas que sa mère le voie dans l'état où il était quand le borgne me l'a ramené. » Il passa alors sa main sur le drap blanc, semblant caresser le cadavre qu'il recouvrait. Ce fut insoutenable, réellement insoutenable. Et savez-vous ce qui m'a fait tenir le coup ? La nouvelle de la mort de Klausmann ? Demanda Randy. Klausmann ? Ce vieux tas de glaise goulinante aurait quitté notre monde très bientôt de toute façon. Il était malade et sénile. Je m'attendais à ce qu'il aille rejoindre l'enfer de Voile d'ici peu. Bien qu'en effet, apprendre sa disparition et ma prédominance nouvelle me mit du baume au cœur, mais non, ce n'est pas ça. Non, ce qui m'a fait tenir bon... Il sortit alors de sa poche la plume de phénix de Supario. C'est la réalisation que même la mort ne peut vaincre un Huntington. Les servantes et valets commencèrent soudain à pâlir. De la sueur coulait sur leurs tempes. J'entendis alors la poigne des soldats derrière nous se serrer sur le manche de leurs armes. Le borgne lui-même semblait prêt à dégainer à tout instant. Mon regard froid et calme se posa sur chacun d'entre eux. Je ne laissai passer aucune émotion. Absolument rien. Contrairement à mes alliés qui commençaient à se demander pourquoi ce climat de tension s'était brusquement installé ici.
je vis que Randy commençait légèrement à paniquer. Ce dernier questionna à nouveau le duc, qui faisait tourner sa plume entre son pouce et son index. Monseigneur, est-ce que tout va bien ? On ne peut mieux, mon très cher Randy McCharme. Voyez-vous, aujourd'hui est probablement l'un des jours les plus importants de ma vie, et des vôtres. Nous en sommes, pour ainsi dire, à l'heure de vérité. Nous allons à présent savoir si vous avez vraiment tenu parole ou non. J'ai choisi de vous attendre pour le faire revenir. Après tout, si ce corps est bien celui de Charles-Henri et que cette plume provient bien d'un phénix, alors nous serons officiellement associés et nous célébrerons nos retrouvailles, le décès de Klausmann, ainsi que ce nouveau partenariat. En revanche, j'espère pour vous que vous ne m'avez pas trompé, car si jamais je ne retrouve pas mon fils cette nuit, disons que je serai extrêmement triste et extrêmement déçu. Enfin, je suis certain que nous n'aurons pas à en arriver là, n'est-ce pas ? Je les entendis déglutir. Même moi je commençais à pâlir. J'avais beau être certain d'avoir récupéré le bon corps, si cette plume ne fonctionnait pas, alors nous étions tous fichus, et ma fausse gemme explosive ne me serait aucune utilité. Le borgne savait, et je n'avais pas vraiment de moyen de me défendre en cas d'affrontement. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'espérer que cette plume soit une véritable plume de phénix, et que la magie qui résidait à l'intérieur ne me fasse pas faux bond. Je ne pouvais montrer mon angoisse à mes camarades, mais au fond de moi, je peinais à trouver un moyen de m'en sortir si jamais les choses venaient à échouer. Le visage de Randy devint plus pâle encore que les gants du duc. Mais vous savez, si jamais ça marche pas, on aura quand même réussi à tuer Klausmann, à mettre le feu à son palais et à ramener le corps de votre fils comme convenu. Donc bon, nous on a quand même réussi notre mission de toute façon, pas vrai ? Oui, vous avez parfaitement réussi à me rendre extrêmement suspect vis-à-vis de la mort de mon ennemi. Grâce à vous et à votre volonté de le tuer alors que je ne vous l'avais pourtant jamais demandé, je vais devenir la nouvelle tête à abattre pour la prise de pouvoir sur le territoire, et pour vous prouver à quel point je vous suis redevable, j'accepte de faire table rase là-dessus et de maintenir mes engagements concernant mon alliance envers votre groupe de brigands, ainsi qu'envers Monsieur S, dont nous reparlerons ensemble à esprit reposé une fois mon fils revenu à la vie. Voilà qui me semble des plus généreux, qu'en dites-vous ? Un long silence terrifiant s'installa dans la pièce en guise de réponse. Bien. Dans ce cas, si nous sommes tous d'accord ici, découvrons ce que le futur nous réserve, conclut-il. Huntington souleva le drap blanc, révélant un cadavre hideux et décapité, à l'auteur fétide. Puis, il déposa la plume sur ce qui restait de son torse, au niveau de là où se trouvait fut un temps son cœur. Les nôtres s'emballèrent. Voilà bien longtemps que j'ai attendu ce moment. Et maintenant, c'est l'heure de vérité, annonça le duc, avant de faire 2 pas de recul tout en maintenant le regard sur le corps. Une seconde s'écoula, puis 2, puis 3. Rien ne semblait se passer. Une goutte de sueur commença alors à me perler sur le front. Le visage de Huntington resta figé, comme bloqué, telle une statue de cire. Ce qui m'effrayait le plus, c'était de m'imaginer son regard au moment où il poserait finalement les yeux sur nous. Mais il m'était impossible de me le figurer alors. Il restait continuellement là, à scruter son corps sans vie, qui continuerait très certainement à l'être jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce qu'une lueur orange ne se mette à émaner de la plume. Cette dernière commença à recouvrir intégralement le cadavre, qui prit à son tour une couleur identique. Les os, les restes d'organes, tout devint une sorte de reflet ardent et étincelant du corps qui se tenait jusqu'alors devant nous. Nous écarquillâmes tous les yeux. C'était la première fois que nous assistions à une résurrection, et pour mon cas, pas la dernière. L'énergie qui émanait était si puissante que nos cheveux et nos barbes se mirent à être secoués par le vent. Cette éblouissante lumière s'intensifia de plus en plus, au point où elle finit par tous nous éclairer. Huntington se mit à rire, et la mâchoire des gnomes a tombé. 3 servantes s'évanouirent, et je sus alors que j'avais gagné. Soudain, ce cadavre brûlant de 1000 feux commença à se décomposer sous nos yeux en une myriade de petits éclats étincelants, volant au vent comme des feuilles. Il ne resta très vite plus rien de la masse putride et informe qui était jusqu'alors sous nos yeux, laissant place à un véritable tourbillon de petites braises ardentes qui virevoltaient au-dessus de nos têtes. Puis, tout d'un coup, les braises commencèrent à s'assembler les unes aux autres, tel un puzzle en train de se reconstruire. Une forme apparut alors sous nos yeux, une forme humaine. Les détails apparurent sur ce qui semblait être son visage tout fraîchement retrouvé, et enfin, le corps fut reformé. Il nous fallut attendre quelques bonnes secondes avant d'apercevoir que le corps devenait au fil du temps de moins en moins bruyant, et que la lumière qui nous enveloppait se faisait également de moins en moins intense, jusqu'à retrouver des couleurs naturelles.
Huntington tomba à la renverse dans son fauteuil que le borgne avait tiré par réflexe près de lui. Il se frotta alors les yeux et reconnut le visage de son fils. Ce dernier commença à cligner légèrement des yeux. Sa respiration était faible, mais l'on voyait bel et bien que l'air entrait et sortait de ses poumons tout fraîchement retrouvés. Huntington finit par se lever, tout tremblant. Le borgne lui tendit la main pour l'aider, mais le duc fit un geste brusque dans l'air, pour lui faire comprendre qu'il pouvait très bien se mettre debout tout seul. En revanche, son visage resta le même, bloqué dans un mélange d'émerveillement, de surprise et d'incompréhension. Il avança lentement, un pas après l'autre, en direction de ce jeune homme à la longue chevelure blonde qui semblait difficilement se réveiller. Il passa, alors, la main dans ses cheveux, et murmura tendrement. « Charles-Henri, êtes-vous à nouveau des nôtres ?» Le fils de Huntington grommela quelques paroles incompréhensibles, avant d'entrouvrir les yeux et de prononcer des premiers mots. « Où suis-je ?»« Charles-Henri !» s'exclama le vieux duc, entourant ce jeune homme de ses deux bras frêles et fatigués. « Vous m'avez tellement manqué, mon fils. »« Fils ? Oh, ma tête. Pourquoi ai-je si mal à la tête ?» s'interrogea-t-il en se frottant les yeux. « Vous venez de revenir d'un long voyage depuis un monde lointain, très lointain, mais fort heureusement, votre vieux père est là pour veiller sur vous à présent. Et pour célébrer votre retour, je vais organiser un banquet, un immense banquet en votre honneur. » « Un banquet ? Mon père ? Je ne comprends plus rien. Je suis tellement fatigué. Ah ! Ma tête !»« Soigneur ! Soigneur ! Emmenez de toute urgence mon fils dans sa chambre et traitez son affaire de maux de tête au plus vite. Je veux qu'il soit en état de fêter son retour le plus tôt possible. Assurez-vous qu'il ait assez de repos et ne me le ramenez pas avant qu'il ait récupéré toute sa vigueur et toute sa fougue. » Deux valets escortèrent le robuste jeune homme hors de la salle, en trombe, espérant fuir au plus vite cette pièce qui venait d'être la scène d'un spectacle des plus inhabituels. J'entendis se pousser à mes côtés des oufs de soulagement. Je vis des gnomes s'éponger le front. Un borgne sourire et un vieil homme essuyait dans un mouchoir en soie les quelques larmes qui s'étaient échappées de ses yeux jusqu'alors si secs. « Que l'on conduise mes nouveaux grands amis à la table du banquet, » proclama-t-il en levant les bras aux cieux, les yeux toujours rouges des larmes qu'il venait de verser. « Pour leur courage, leur débrouillardise et leur loyauté. Que l'on boive en leur honneur, que l'on chante leur nom, et que l'on traite chacune de leurs demandes. En l'honneur de mon fils, mes très chers nouveaux collaborateurs, je vous promets succès, fortune et sécurité. Hurrah pour Randy McCharm, hurrah pour Charles-Henri. » Puis il se retourna vers moi, et d'un ton beaucoup moins solennel et grandiloquent, il prononça en me regardant directement dans les yeux. « Et hurrah pour Monsieur S. » Randy jeta son chapeau en l'air en poussant un cri de joie, soutenu par ceux de Trifon, Gourbac et Jorgen. Meulk, lui, leva les deux poings en l'air et poussa un petit rire victorieux. Ils se serrèrent la main les uns les autres et se prirent dans les bras. Moi, je les observais tous, se réjouissant de cette opportunité que je leur avais offerte. Cette joie, cette allégresse. J'espérais qu'ils en profiteraient autant qu'ils le pourraient, et que cette situation s'éterniserait pendant un long moment encore. Pourtant, je n'étais pas naïf. Il viendrait forcément un jour le moment où les chemins des uns commenceraient à entraver celui des autres. Mais mieux encore fallait-il ne pas trop y songer pour l'instant. Après tout, chacune des personnes dans cette pièce avait bien mérité ce petit moment de joie. Les immenses portes derrière nous s'ouvrirent alors. Servantes et valets se mirent à avancer en dehors du salon et à se positionner en rang jusqu'à la salle des banquets, indiquant ainsi le chemin à mes 5 camarades. Huntington tendit la main en direction de Le Borgne et lui pointa également la sortie. « Escorte donc mes nouveaux partenaires, Le Borgne. Assure-toi bien qu'ils ne manquent de rien et que les filles soient à leur goût. » « Les filles !» répondirent en chœur mes 5 comparses en affichant de larges sourires et en se donnant de légers coups de coude. Le borgne esquissa une petite moue. Je le sentais au fond de lui qu'il mourait d'envie de rappeler au duc qu'il était plus qu'un simple serviteur. Je me demandais d'ailleurs sérieusement s'il lui prêtait vraiment allégeance en fin de compte, et si oui, pourquoi. Mais il finit par hausser les épaules, lever les sourcils, fermer l'œil et afficher un sourire léger en coin, tout en se dirigeant vers la sortie. « À vos ordres, monsieur. » J'observai alors Randy et ses hommes suivre le borgne à l'extérieur. Moi, je ne bougeais pas. Mon regard se plongeait dans celui de Huntington. Ce dernier me regardait également en me souriant. « Tu ne viens pas, grand-père » me demanda alors Jorgen. « Ne vous en faites pas, il vous rejoindra bien assez vite. Nous avons juste besoin de quelques instants privés tous les deux. Il y a un sujet dont nous devons impérativement parler, » assura alors le duc. « Comme vous voudrez. »« Eh, de toute façon, on s'en fout, ça en fera plus pour nous, » ricana doucement Randy. Le borgne jeta un dernier regard vers Huntington,
semblant lui demander confirmation. Ce dernier hocha la tête, et son bras droit finit par fermer la porte, nous laissant enfin seuls. Nous étions tous les deux, isolés, avec le feu crépitant dans la cheminée comme unique compagnie. Le vieil homme observa longuement, puis il commença à marcher en direction de son bureau, et me fit signe de m'asseoir. J'obéis sans jamais le quitter du regard, conservant la même expression à la fois déterminée et fatiguée. Huntington se servit un grand verre de vin, et me demanda si j'en voulais également un. Je déclinai son offre, et il se mit à le boire. Cul sec. Je n'ai pas les mots pour vous exprimer ma reconnaissance. Le borgne me racontait que c'est vous qui vous êtes débarrassé de Klausmann. Vous avez vengé mon fils, lui avez rendu la vie et m'avez assuré le contrôle total sur toute la partie ouest de Kosterboros. C'est beaucoup plus que tout ce que je pourrais vous offrir. Votre monsieur S doit vraiment tenir à m'avoir dans ses petits papiers, pas vrai? Vous savez, vous êtes quand même un drôle de type, vous. Il se resservit un verre, et j'en profitai pour lui tendre le message que je venais de griffonner. Je suis ravi de savoir que votre fils vous est revenu sain et sauf. La famille compte vraiment beaucoup aux yeux de monsieur S. C'est même la chose à laquelle il tient le plus. Il est donc un peu plus heureux d'avoir pu vous rendre ses services et espère maintenant que vous lui rendrez la pareille à votre tour, lui écris-je. Certes, répondit-il. Après tout, c'est bien pour parler de ça que nous sommes ici. Enfin, parler. Façon de parler. Enfin, où est-ce que je veux dire? Il but à nouveau son verre de vin cuit sec et s'en resservit un autre sous mes yeux contemplatifs. Vous savez, poursuivit-il, au départ, je pensais tous vous faire tuer. Pas de témoins, personne pour remonter jusqu'à moi. J'aurais eu le beurre, l'argent du beurre et de la crémière. Mais j'ai décidé de vous faire confiance. Je me suis dit que si jamais un jour j'avais besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, il valait mieux vous avoir vivant que mort. Et vous m'en avez apporté la preuve aujourd'hui. Ainsi, puisque je suis un homme bon et généreux, je suis prêt à respecter ma parole et mes engagements auprès de vous et de monsieur S. et d'oublier toute volonté de vous tuer, vous et vos 5 amis. Votre bonté vous honore, écris-je en réponse. Monsieur S. ne cherche cependant pas à ce que vous lui soyez redevable à hauteur de ce qu'il vous a apporté. Il souhaite simplement que vous établissiez un contrat d'interdépendance afin de mener à bien l'organisation qu'il rêve de mettre en place. Ah oui, cette fameuse organisation. Dites-moi, ça a l'air de lui porter à cœur, cette idée. Je suppose qu'après la d'apporter, je ne peux pas vraiment refuser. Ceci étant dit, j'aimerais tout de même savoir dans quoi je risque de m'embarquer. Alors, pouvez-vous m'en dire plus? Bien entendu, Monsieur S veut que les conflits cessent entre les puissants de ce monde et souhaite pour atteindre cet idéal permettre la cohabitation pacifique des différents nobles de Kosterboros au sein d'une grande famille dont les 2 leaders seraient vous et lui. Cette organisation comprendra les forces, contacts et effectifs de chacun des membres afin d'en arriver à une force de frappe d'intervention comparable, si ce n'est supérieure sur le long terme, à celle des 3 prophètes, voire du roi lui-même. Or, pour ce faire, il a besoin de vous, de vos contacts, de vos moyens et de votre force. Si vous les lui accordez, il considérera alors que vous êtes quitte, et ainsi il continuera de vous aider pour l'intégralité de vos affaires et de vos problèmes à venir, en espérant que vous en ferez de même. Il lut mon message à haute voix, puis il sembla réfléchir. Il fouilla dans l'un de ses tiroirs et sortit un splendide parchemin, ainsi qu'une plume et un peu d'encre. Il commença alors à écrire à son tour, tout en prononçant en haute voix chacun des mots rédigés. Moi, duc Raymond Huntington, régent de la partie ouest de Kosterboros et gouverneur des fiefs occidentaux de Sa Majesté, jure fidélité à monsieur S. Je déclare sur l'honneur, en vertu des justes services rendus à mon égard, être à présent à son entière disposition, et accepte l'honneur qu'il me fait en m'accueillant à ses côtés dans sa nouvelle grande famille. Je jure de lui être fidèle, et de mettre à disposition tout ce qui est en mon pouvoir afin de voir son idéal se réaliser, en espérant que ce contrat ancre pour l'éternité cette nouvelle relation d'amitié sincère et d'entraide, et que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans un monde unifié par cette union. Il s'apprêta alors à déposer le sceau de sa maison en bas du parchemin, mais j'intervins brusquement pour le stopper net. Je lui tendis soudain un papier sous le nez. Monseigneur, veuillez ne pas prendre cela comme un ordre à votre égard, mais monsieur S doit avoir la garantie que les Huntington lui resteront fidèles même après votre départ.
Je vous serais ainsi fort reconnaissant de bien vouloir accepter d'assurer à cette organisation nouvelle le droit de propriété sur l'intégralité de ce qui vous appartient. Rappelez-vous que nous faisons partie de la même famille à présent, et les membres d'une famille s'entraident même dans la mort. » Huntington sembla hésiter. Il me regarda d'un air incrédule. « Vous voulez que je rajoute qu'en cas de décès, M. S obtiendra tous mes biens ? Mais, sauf votre respect, c'est à Charles Henry d'hériter de ma fortune, pas à votre patron. Si je dois réécrire mon testament, c'est le nom de mon fils qui stipulera dessus, et aucun autre. » Embêtant. Il semblait être extrêmement attaché à son héritage, et, malgré tout ce que j'avais fait pour lui, émettait des réticences à mon unique demande. Une idée me vint très vite lorsque je corrigeai quelques éléments afin de bel et bien finir par obtenir ce que je veux. « Veuillez me pardonner, monseigneur, mais je n'ai probablement pas été assez clair sur les véritables attentes de M. S à votre égard. Il n'a jamais été dans l'intention de ce dernier de réclamer l'intégralité de vos biens une fois votre heure venue. Sa volonté a toujours été de faire survivre la mémoire des maisons nobles lui ayant juré fidélité en cas de disparition totale de ces dernières. M. S souhaite simplement s'assurer que vous lui faites confiance pour continuer à faire vivre votre légende si jamais un jour le mauvais sort venait à frapper les vôtres. C'est l'un des seuls moyens qu'il a trouvé pour rendre sa famille immortelle. » « Immortelle, hein ? Immortelle. Oui, immortelle. Immortelle. L'immortelle maison Huntington. Plus vous m'en parlez, et plus je me dis que j'ai absolument tout à gagner à rejoindre vos rangs. Très bien alors, dans ce cas, il saisit à nouveau sa plume et rajouta quelques éléments au contrat. Je stipule également qu'en cas de mort prématurée de ma personne et des miens, je laisse tout droit d'héritage à Monsieur S et lui fais pleinement confiance pour assurer la survie de notre nom, de nos valeurs et de notre histoire. Puisse Ragnar le bénir, puisse-t-il bénir notre amitié, puisse-t-il bénir notre descendance, et puisse-t-il bénir... » Il marqua alors un temps de pause et fronça les sourcils. Puis il leva les yeux et me regarda. « Mais d'ailleurs, comment compte-t-il l'appeler, cette organisation ? Il va nous falloir un nom si nous voulons convaincre un maximum de grandes maisons de se joindre à notre famille. » Un nom. Je n'y avais encore jamais vraiment pensé. Et sur ce point, il avait raison. Toute organisation visant à l'universalisme devait porter un patronyme qui inspirerait le respect, la puissance et l'intérêt. Si la famille fut le premier nom qui me vint en tête, je me remis bien vite les idées en place. Je ne voulais pas salir un si beau mot que celui de famille en le reliant à cette organisation éphémère qui n'aurait d'intérêt qu'à être les premières pierres d'une véritable organisation digne de s'appeler famille. Non, il me fallait quelque chose de mystérieux, d'intrigant, qui soulignerait l'omniprésence de M. S tout en plaisant à Huntington. Cet homme était après tout si attaché à l'étiquette qu'un simple nom ne l'inspirant pas suffirait à lui retirer toute envie de travailler avec moi. Je me mis alors à réfléchir. Je devais trouver quelque chose en rapport à notre histoire commune afin de m'assurer sa bénédiction. Et puis soudain, l'illumination. Je rédigeai alors 2 mots, 2 simples mots, de ma plus belle écriture, puis lui tendis le papier. Il lut alors à haute voix, puis sourit à nouveau. « Le gant noir ! J'aime beaucoup ce nom. C'est après tout en vous rapportant un gant noir que vous avez accepté de nous faire entrer dans votre vie, et c'est en vous ramenant le second que vous nous avez acceptés à vos côtés. Monsieur S trouvait que c'était un juste retour aux sources, en terminai-je alors à l'écrit. Je suis on ne peut plus d'accord. Et puisse-t-il bénir le gant noir. Eh bien, voilà qui me semble parfait. » Je lui fis un oui de la tête, et il déposa alors son sceau en bas du parchemin. Il enroula ce dernier et me le tendit. Je le saisis et contemplai alors ce simple message, me figurant toute l'importance de ce dernier. J'avais entre les mains la preuve que l'homme le plus puissant de tout l'ouest de Costa-Boros était à présent à mon service. Il venait d'accepter de me donner accès à l'ensemble de ses espions, de ses mercenaires, de ses moyens financiers. Je tenais alors la chose qui incarnait le pouvoir de M. S. Un véritable pouvoir. J'étais devenu, à peine 3 ans, plus puissant que plus des 3/4 des entités qui peuplaient cette terre. Qui aurait cru que de simples mots pouvaient être plus dangereux que n'importe quelle arme? Je venais à peine de me remettre de mes émotions que je sentis la main gantée de Huntington me taper dans le dos. « Eh bien, mon ami,
Que diriez-vous de partir célébrer tout cela autour d'un ou deux verres, tout en nous remplissant la panse, à la santé de mon fils, de monsieur S. et du gant noir. Mes cuisiniers nous ont préparé du sanglier à la broche dont vous me direz des nouvelles. » Je décalai alors sa main de mon dos, m'époussetai l'épaule, et lui tendis un nouveau message. « Malheureusement, je ne puis me joindre à vous en cette heureuse soirée. Vous m'envoyez navré, mais monsieur S. doit être tenu informé au plus tôt de l'officialité de notre alliance. Je dois hélas vous quitter à présent, et rejoindre au plus vite la forêt nous servant de lieu de rendez-vous. Je vous serai d'ailleurs fort gré de m'offrir les services de l'un de vos cochers, afin que je sois de retour à l'heure. Comme vous, il déteste les retards. Aussi, nous vous serions reconnaissants, à présent, de déléguer toutes vos nouvelles tâches ingrates à Randy McCharm et ses hommes. Monsieur S. aura constamment besoin de moi pour établir les bases du gant noir à partir de maintenant. Je suis sûr que vous comprenez. Ainsi, nous désirons être tenus informés de l'avancée des choses concernant les membres influents que vous réussirez à rallier à notre cause en envoyant Le Borgne et seulement lui dans la dite forêt, et ce chaque dimanche à minuit. Il se chargera de nous faire le récapitulatif de la situation. Veillez bien à lui faire des résumés complets et à n'omettre aucun détail. Sommes-nous sur la même longueur d'onde ? Oui, je suppose. Fort bien. Je dois à présent prendre congé de vous. Bonne continuation à vous et à votre fils, et surtout n'hésitez pas à faire appel à monsieur S. dès que vous en sentirez le besoin. Puisque vous appartenez maintenant à la même famille, il est normal de se rendre ce genre de service. Nous nous reverrons aussitôt que vous en aurez formulé l'envie à Le Borgne. Je vous prierai néanmoins de le faire seulement dans les situations où vous aurez véritablement besoin de l'aide de votre nouveau meilleur ami. Comprenez bien que monsieur S. ne prendrait pas beaucoup de plaisir à être sollicité pour les potentiels broutilles que vous êtes capable de gérer vous-même. Veuillez maintenant agréer à l'expression de mes salutations distinguées, monseigneur. » Je fis une délicate révérence puis quittai la pièce, laissant Huntington seul, à l'intérieur, probablement encore secoué par ces derniers messages lus. Il ne devait pas avoir l'habitude de croiser quelqu'un qui ne baissait pas les yeux devant lui. Toute sa vie, il avait dû s'imaginer que tout un chacun lui était inférieur, à l'exception de quelques heureux élus, et qu'il n'aurait jamais à se plier aux exigences de quiconque. Mais certainement pour la première fois de sa vie, il était redevable à quelqu'un. Il ne pouvait et ne voulait pas faire valoir son autorité et ne devait se plier à certains principes et certaines conditions. Avec le recul d'aujourd'hui, je me dis que mes messages étaient peut-être un peu trop abrupts, mais je n'en modifierai pas pour autant le fond. Retenez bien ceci, les forts n'ont pas à baisser la tête face aux faibles. Se laisser marcher dessus, c'est mourir. Ne laissez jamais qui que ce soit vous manquer de respect. C'est de cette façon que vous ferez comprendre à autrui votre véritable force. Mais attention, je ne fais pas ici de rapprochement entre les puissants et les forts. Les forts ne sont pas forcément puissants, et les puissants ne sont pas forcément forts. Les forts sont ceux qui méritent d'être respectés. Les puissants sont ceux qui sont craints. Un paysan qui travaille d'arrache-pied tous les jours pour subvenir aux besoins des siens est un fort, et consacre sa vie à sa famille, sans pour autant avoir un capital matériel, culturel ou monétaire élevé. Il mérite par conséquent le respect et l'admiration. À l'inverse, un grand noble comme Subario ou Huntington est un puissant. Il détient une certaine influence tant au niveau politique que financier ou militaire, mais il n'a rien fait pour mériter d'être respecté. Il exerce simplement son pouvoir en déléguant le travail à des sous-fifres. Sa puissance provient ainsi de la crainte qu'il inspire, et non du respect qu'il renvoie. En revanche, un noble qui mettrait la main à la pâte, ou qui aurait obtenu son titre par les exploits qu'il a lui-même accomplis, et non ceux de ses ancêtres, mérite le respect. Il peut ainsi être considéré comme un fort, à condition qu'il entretienne ce respect. Et dans le même registre, un vulgaire paysan qui deviendrait chef de village tout simplement parce qu'il est plus grand ou plus fort physiquement que les autres est un faible. Il n'est pas un meilleur paysan que les autres, il terrifie simplement ses homologues qui n'osent ainsi pas le défier. Cela démontre en somme que ce n'est ni le statut social, ni les dispositions physiques d'un individu qui déterminent s'il est fort ou s'il est faible, mais bien sa valeur en tant qu'homme. Dans mon cas, c'était ma force de conviction, mon intelligence et mon courage qui me permirent d'arriver là où j'étais lorsque j'ai rédigé ce message. Je me considérais bien plus légitime et respectable que Huntington. Ainsi, je me refusais à l'idée d'être davantage à son service, sans pour autant détruire tout ce que je me suis empêté à créer à la sueur de mon front et à la force de mes bras. Il devait comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'était plus lui qui commandait, et nous qui exécutait. Il devait comprendre que l'homme respectable ici c'était monsieur S, et que maintenant que ce contrat était signé, il allait devoir mériter cette place de premier ordre au sein du gant noir. Ce ne fut qu'une fois déposé près de chez moi, dans ma sempiternelle forêt par le cocher de Huntington, que je ressongeai à tout ce qui venait de se passer.
Je lisais et relisais ce simple parchemin qui allait à présent tant compter pour mon avenir, mémorisant chaque virgule, chaque terme, chaque alinéa, afin d'en tirer le maximum lorsque la situation viendrait à changer. Je n'étais pas dupe. Je savais que je détenais entre mes mains la confirmation de ma présence dans la cour des grands, et que je devrais l'utiliser à mon avantage tôt ou tard. Mais s'il y avait bien une chose dont j'étais sûr, c'est que j'allais enfin pouvoir passer toute une semaine tranquille sans être sollicité tous les soirs. Il était temps de reprendre un rythme de vie de petit garçon normal. Enfin, jusqu'à dimanche en tout cas. Le gant noir venait tout juste de voir le jour, après tout. Et j'allais bien vite comprendre que cette organisation, prévue pour être éphémère, ne le serait finalement pas vraiment. Je devrais consacrer 20 ans de ma vie à diriger ce groupe malfaisant dans l'ombre. 20 ans d'espionnage, de conquête et de manigance. 20 ans qui seront déterminants pour atteindre mon objectif final. Et dans la nuit noire qui enveloppait le saint royaume de Costerboros, un très jeune semi-gnome grimé en vieillard marchait en direction de son foyer, levant les yeux vers le ciel et semblant observer les épais et menaçants nuages prendre une forme de présage. Un présage sombre qui semblait s'ouvrir de plus en plus sur le monde qu'il surplombait depuis la hauteur des cieux. Un présage obscur, se divisant en 5 extrémités distinctes. Un présage comme une malédiction, s'apprêtant à se jeter sur le monde, à s'en saisir et à ne plus jamais le lâcher. Un présage en forme de main griffue et grandissante. Un présage annonçant le gant noir.